La 67e Assemblée mondiale de la santé se poursuit à Genève. Le Togo y est représenté par son Premier ministre. Artem Ahumezounou s'est prononcé hier sur les changements climatiques. Il a appelé à des actions urgentes pour éviter davantage la dégradation de l'écosystème. À Lomé, les douaniers africains renforcent leurs dispositifs contre la contrefaçon et les produits de mauvaise qualité. À travers le programme BIELA 2, ils déclarent la guerre aux faux médicaments. Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, les échos de la 60e Assemblée mondiale de la santé. Le Premier ministre Kossi Selagoudi Ahumezounou y a prononcé hier une importante allocution devant plus de 3000 délégués. Il a interpellé le monde face aux dangers liés au changement climatique qui entraînent des catastrophes telles que les inondations, la sécheresse et l'érosion côtière, des phénomènes qui compromettent sérieusement le développement économique et la sécurité des populations. Joël Zadapou. Au Palais des Nations à Genève en Suisse où se déroulent les travaux de la 67e Assemblée annuelle de l'Organisation mondiale de la santé, les échanges en séance plénière sur les grandes questions de santé et de changement climatique se poursuivent. Le Premier ministre Kossi Selagoudi Ahumezounou, qui participe aux travaux depuis l'ouverture, a prononcé hier un important discours devant les délégués des États membres de l'Organisation mondiale de la santé, des représentants d'institutions, organisations et fondations internationales. À la tribune de cette 67e session de l'Organisation mondiale de la santé, le chef du gouvernement a plaidé pour une plus grande mobilisation de la communauté internationale face aux effets dévastateurs des bouleversements climatiques. Au Togo, les différents diagnostics réalisés révèlent que le pays est confronté à des problèmes environnementaux aux causes multiples. En effet, la pression extrême qui s'exerce sur l'environnement et les ressources naturelles se manifeste entre autres par un déboisement évalué à 15 000 hectares par an, une dégradation accélérée des terres, la récurrence des catastrophes naturelles, l'envasement des cours et plans d'eau, la raréfaction de plusieurs espèces de faune et de flore et l'accroissement des pollutions et d'usances diverses. Cette situation a accentué la baisse de la productivité agricole et donc des revenus et a généré une précarité des conditions de vie. Les besoins croissants de la population, associés à des conditions climatiques contraignantes, et un déclin permanent de la fertilité des sols ont conduit à de profondes modifications de l'environnement. Pour répondre efficacement à cette situation, notre gouvernement a élaboré en 2010 le programme national d'investissement des ressources forestières, arrimé à la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi qui constitue le cadre national de référence de développement du Togo. Ce programme a pour ambition de créer dans notre pays, à l'horizon 2050, un environnement sain, de permettre aux populations de maîtriser les bonnes pratiques de gestion de l'environnement et des ressources naturelles et ainsi atténuer les effets des changements climatiques et les risques de catastrophes naturelles pour faire du Togo un pays à forte croissance contribuant à améliorer le cadre de vie des populations et à réduire la pauvreté. D'autre part, la vitesse de l'érosion côtière est de 5 à 10 mètres en moyenne par an dans certaines zones et se traduit par la perte de la superficie, dans la destruction des habitations, des communautés riveraines et même des infrastructures. Pour ralentir le danger, le gouvernement a fait construire 2 importants ouvrages de stabilisation de la côte, notamment un revêtement de 500 mètres de berge avec une aire de stationnement et 9 épis de 3,5 km. Dans le cadre de la mise en œuvre des actions prioritaires de la déclaration de Libreville sur la santé et l'environnement, le gouvernement togolais, sous l'impulsion du président de la République, a adhéré aux différentes initiatives du cadre d'adaptation de la santé publique au changement climatique à travers la mise en place des organes formels de coordination. Par ailleurs, la politique des grands travaux initiés par le président, qui vient de doter notre capitale ainsi que d'autres villes du pays d'importants réseaux routiers et d'ouvrages d'assainissement, offre non seulement un meilleur cadre de vie aux populations bénéficiaires, mais également permet de réduire les risques liés aux inondations. Il faut également souligner que des documents stratégiques ont été adoptés dans ce cadre, notamment le Code de la santé publique et le Code de l'environnement. Je me réjouis donc que ce thème puisse retenir l'attention de la présente session de notre organisation commune et espère que les approches et résolutions au terme de cette rencontre feront véritablement avancer la cause de la santé des populations dans le monde, mais surtout dans les pays africains. Malgré les efforts consentis par le Togo, le Premier ministre Selagoudi Ahumezounou reconnaît qu'un certain nombre de défis restent à relever.
notamment le renforcement des interventions de lutte contre les changements climatiques liés à la santé et la mobilisation des ressources sur la thématique santé et environnement. Il a enfin rendu un hommage à la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé pour le leadership et l'efficacité avec lesquels elle gère les différents problèmes de santé publique auxquels le monde est confronté. Le Premier ministre a également échangé avec le directeur du Fonds mondial, M. Léo Marmona. Ils ont parlé de la ligne de financement pour les 3 prochaines années au Togo pour le compte des 3 maladies, le sida, la tuberculose et le paludisme. Et donc nous écoutons M. Léo Marmona au micro de Joël Aziadapou. Aujourd'hui, on a discuté surtout du Togo et des succès du Togo en matière de lutte contre le sida. On est très encouragé par le fait que le Togo pourrait éventuellement éliminer la transmission de la mère à l'enfant. Nous avons aussi eu la chance de parler d'un potentiel accès aux ressources du Fonds mondial, peut-être 113 millions de dollars, et cela permettrait justement de renforcer les acquis et d'accélérer l'atteinte non seulement des objectifs du millénaire, mais aller vers éventuellement le contrôle de l'épidémie au Togo. Et je suis réconforté de voir qu'il essaye de mettre en place aussi des mécanismes de gestion qui vont permettre une plus grande transparence, une obligation de rendre compte, mais aussi liée à une obligation de résultat. Voilà, au siège du Fonds mondial, il s'est rendu également ce matin. Le chef du gouvernement a échangé avec le directeur exécutif du Fonds, M. Marc Diboul. Les discussions ont porté sur la prochaine ligne de financement en faveur du Togo dans les 3 prochaines années. Le Fonds mondial et le Premier ministre de la République du Togo ont discuté à propos de la ligne de financement qui viendra pour les prochaines 3 années de la part du Fonds mondial pour le Togo sur les 3 maladies, avec une augmentation très conséquente des fonds qui seront investis au Togo. Ça va augmenter de 66% avec un total de 130 millions de dollars américains dans les 3 prochaines années. Cette augmentation répond aux besoins du Togo dans la lutte contre les 3 maladies, mais aussi à une détermination et un engagement très positif du gouvernement du Togo. Et ceci se traduit dans des résultats sanitaires qui sont très bons, et aussi à une augmentation de l'investissement national dans la santé, ce qui est très apprécié par la communauté internationale. Et pendant ce temps, à Lomé, les discussions se poursuivent entre les acteurs politiques. 3 points essentiels étaient à l'ordre du jour de cette 3e séance. Écoutons Patrick Lawson d'ONC, propos recueillis par Isidore Koubati. Nous avons mis sur pied un bureau provisoire. Ce bureau provisoire a établi un ordre du jour qui est relatif aux modalités d'application et de mise en œuvre des conclusions du dialogue. Nous en avons discuté. Nous avons pris le temps également de classer l'ordre dans lequel nous allons mener ces discussions-là. Nous sommes parvenus finalement à vider tous ces points. Il nous reste actuellement 2 points à résoudre, je dirais même un point lié, c'est la mission confiée au bureau provisoire. Est-ce que ça prend fin ou ça ne prend pas fin? Et ensuite, la question de la modération. Appelez-le comme vous voulez, modérateur, facilitateur, médiateur. Ça, nous ne l'avons pas réglé, mais il y a le problème de la modération. Voilà ce que nous avons fait aujourd'hui. Et demain matin, nous allons reprendre les discussions à partir de ces 2 questions-là, la mission du bureau provisoire
et la question de la modération. Une fois que nous l'aurions résolu, et je l'espère dans la matinée, nous allons commencer les discussions de fond, point par point. Voilà ce que nous faisons. Et tenant compte de la réalité, au lieu de 9h à 15h, nous avons augmenté ou élargi le temps de travail. Ce n'est plus de 9h à 15h, mais plutôt de 9h à 17h. De la même façon, nous travaillerons désormais les samedis. Mais pour que les journalistes puissent se reposer le jeudi de l'Ascension, nous aussi nous prendrons congé le jeudi de l'Ascension. Tous les autres jours, nous travaillerons pour pouvoir trouver une réponse à la situation qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire résoudre ou trouver des solutions aux points qui sont restés non traités dans l'APG, les points qui polluent l'atmosphère politique au Togo, de même que tenter l'assainissement du climat politique dans notre pays. Voilà les 3 éléments essentiels sur lesquels nous travaillons. C'est difficile, mais nous arrivons à avancer. Les experts de l'environnement et de la sécurité se mettent ensemble pour mener une lutte efficace contre la criminalité environnementale au Togo. Pour la protection de la faune et de la flore, Interpol est mis à contribution pour véritablement traquer les braconniers de différents acabits. C'est le ministre des Droits de l'Homme, Yakubu Amadou, qui a représenté le Premier ministre au lancement des travaux. Et Tonam Kokodoko et Demsusuko. Au fil des ans, plusieurs espèces protégées sont victimes de braconnage. Une menace qui nécessite des actions concertées et diversifiées pour une sécurité environnementale réussie. Ce cadre de haut niveau est le début d'un processus enclenché afin de mettre sur pied une approche coordonnée interservices pour lutter contre la criminalité environnementale et autres types de violations des lois. Il s'agit pour nous aujourd'hui, après avoir fait la pratique, de revenir sur un cadre beaucoup plus collaboratif, regroupé dans une stratégie qui nous permettra de savoir qui fera quoi exactement afin d'améliorer les champs d'information et surtout les actions opérationnelles sur le terrain. Une action bien urgente si l'on sait qu'au Togo, pour le seul premier trimestre de l'année 2014, 3,852 tonnes d'ivoire et plus de 22,5 kg d'écailles de pangolin ont été saisis. Notre pays connaît depuis quelques années un phénomène de trafic assez curieux portant sur le commerce d'ivoire alors qu'il n'en est pas producteur, dans la mesure où sa faune ne dispose à ce jour que de 115 éléphants selon le dernier comptage effectué en 2013, répartis dans les différents parcs et réserves de faune nationaux. En effet, grâce aux efforts des forces de sécurité nationale et des agents du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, des saisies successives ont été opérées sur le territoire national. Dans le domaine de la pêche illicite non déclarée et non réglementée, le Togo est également victime d'actes illégaux de la part des trafiquants qui pratiquent cette pêche dans les eaux maritimes togolaises. Le gouvernement togolais est résolument engagé dans la poursuite de ce hors-la-loi. Le gouvernement togolais est plus que jamais déterminé à circonscrire au plan national le problème sécuritaire, plus particulièrement celui relatif à la sécurité de nos ressources naturelles dans les secteurs de l'environnement et des ressources forestières, de la pêche maritime, de l'agriculture et de l'eau. On constate malheureusement les mêmes dégâts dans le secteur de l'agriculture confronté aux questions de pollution par les pesticides non agréés qui sont une menace pour la santé publique. L'eau et l'environnement sont intimement liés. 10 localités des 5 préfectures de la région de la Savane viennent d'être dotées d'eau potable, un don du gouvernement japonais à travers l'agence japonaise de coopération internationale. Le ministre Bissoun Nabagou, en charge de l'équipement rural, accompagné de l'ambassadeur du Gabon au Togo, ont remis officiellement ces ouvrages aux populations bénéficiaires.
Des mini-adductions d'eau et des ouvrages connexes à la disposition des populations. De ces AEP coule désormais une eau potable. Comme ici à Barkwasi, situé à 27 km au nord de la ville de Mango, 9 autres localités des 5 préfectures de la région des Savanes bénéficient de ces eaux nécessaires pour approvisionner une eau de qualité aux populations. Maintenant, les femmes sont très contentes parce qu'on a l'eau propre à Barkwasi. Nous n'aurons plus de maladies. Nous sommes très contentes. 10 mini-adductions d'eau potable, 69 bornes fontaines, 100 nouveaux forages équipés de pompes à motricité humaine dans la région des Savanes et 50 autres réhabilités dans la région maritime pour un montant global de 5 milliards de francs CFA entièrement financé par le gouvernement japonais à travers JICA, Agence japonaise de coopération internationale. Des ouvrages, fruits de la politique sociale du président de la République Faure Essozuna Nyanzimbe pour répondre directement aux exigences des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous parce que la population jouit des fruits de la reprise de la coopération tant prônée par le chef de l'État et qui est exemplaire à travers ce que le Japon fait pour nous. Un projet qui pense beaucoup aux femmes et aux enfants qui désormais seront plus disponibles. Les femmes pour s'occuper de leurs activités génératrices de revenus et les enfants de leur scolarité. Une manière pour le gouvernement togolais de contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement rural de façon durable. Ici, ça montre combien la relation bilatérale entre Japon et Togo est très étroite. Et ce sont des projets très importants pour la santé et aussi pour sauver les femmes et les enfants qui sont obligés de porter de l'eau très lointain. Mais maintenant, ils n'ont plus de temps pour travailler pour la famille et pour l'économie et activité économique et sociale de la Côte d'Ivoire. Ces efforts du gouvernement, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, portent le taux d'accès à l'eau potable de 28% en 2005 à 44% aujourd'hui. Le ministre Bissounou Nabago a promis au peuple japonais que les bénéficiaires en bons citoyens prendront soin de ces ouvrages qui seront gérés par des comités autour de ces points qui vont servir une population totale de 70 000 personnes. Direction le Bamono, en proie à une épizootie, la peste porcine africaine. Les élevages atteints ou suspectés ont été détruits. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche apporte un accompagnement soutenu aux éleveurs en ces moments de difficulté. Isidore Koubatine. Ces porcins échappent pour le moment à la peste porcine africaine qui sévit depuis quelque temps à Gomeglozou dans le Bamono. Une situation prise au sérieux par le gouvernement togolais avec la présence de cette délégation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour sensibiliser les éleveurs sur les meilleures méthodes d'hygiène et d'assainissement à adopter en cette période délicate. Il y a eu des prélèvements et des analyses de laboratoire qui ont confirmé effectivement que c'était la maladie. Et à partir de ce moment, le système se déclenche automatiquement. Il sera mis en place un dispositif pour l'abattage de ces animaux. Ils seront abattus le jeudi, incinérés. L'ensemble du foyer sera traité. Au-delà de cela, le gouvernement mettra en place un projet de résilience qui permettra aux éleveurs victimes de pouvoir reconstituer leur capital et qui permettra aux éleveurs de pouvoir développer des fermes améliorées, des fermes modèles. La peste porcine africaine qui se manifeste aujourd'hui à Gomeglozou est selon les spécialistes sans conséquences néfastes pour l'homme. Mais il faut néanmoins prendre certaines précautions. La peste porcine africaine, c'est une maladie causée par un virus et malheureusement qui n'a pas de traitement ni de vaccin, et qui cause une mortalité absolue tournant autour de 100% du cheptel quand ça survient. Ce n'est pas un virus qui attaque l'homme, mais il est préférable de pouvoir prendre les dispositions afin d'éviter les pertes économiques que ça engendre dans les élevages. À compter de ce jour, la zone d'Agomeglozou est mise en quarantaine et ce durant 5 mois pour permettre aux techniciens de la désinfecter.
Du côté du ministère de la Santé, les acteurs échangent sur le Urban Hat, un outil qui permet de réduire les inégalités en milieu urbain en matière d'accès aux soins de santé. Ce mécanisme qui permet de lutter contre un système de vie santé à double vitesse est expérimenté grâce à l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Eric Djanikbo, Carmen Madje, Akako. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, 71,8% des citadins vivent dans des bidonvilles sourds de problèmes de santé en raison de l'insalubrité, tandis qu'une minorité a accès aux services de santé de base. La réflexion sur ces écarts sanitaires d'un groupe de population à un autre est donc au cœur des questions souvent abordées par les autorités nationales et par les organisations internationales. Il est donc impérieux de trouver des stratégies visant à réduire ces inégalités. Ici, des représentants des 5 districts de la commune de Lomé sont en formation pour mieux maîtriser l'outil Urban Health, un instrument d'évaluation et d'intervention pour l'équité en santé dans les milieux urbains. Nous avons noté que dans les villes, il y a des poches de pauvreté et ces populations n'arrivent pas à accéder à des soins de santé de qualité. C'est pour cela que nous avons pensé renforcer les capacités des municipalités pour qu'ils puissent s'impliquer dans la planification, la programmation des actions sanitaires, qu'ils puissent également travailler avec les autres secteurs pour permettre d'assurer des actions multisectorielles pour assurer l'équité en santé pour les populations des villes. Après un essai pilote de la première version de l'outil Urban Health dans 17 villes de 10 pays, les résultats se sont révélés assez satisfaisants et l'OMS recommande son application au Togo pour que l'équité en santé soit une priorité pour les autorités et décideurs. L'outil Urban Health est un outil de planification et il permet dans un premier temps de collecter des informations qui vont mettre en lumière les inéquités en matière de santé et pour permettre également de mieux planifier les actions sanitaires pour s'assurer que les plus pauvres ont accès à des soins. Pendant 3 jours, les participants vont analyser l'outil Urban Health, tirer des conclusions et proposer un plan d'action suivant lequel l'outil peut être appliqué dans les différents arrondissements. Au-delà du Urban Health, c'est toute la stratégie nationale de protection sociale qui a été revisitée. La version 2014 a été adoptée conformément aux exigences et réalités de l'heure. Le document est en pleine vulgarisation auprès des acteurs concernés. Nous y reviendrons. Autre document, la cartographie des organisations de producteurs et transformateurs de produits agricoles et alimentaires dans les régions maritimes, centrales et des plateaux. Cet exercice permettra d'identifier et de repérer les différentes zones de production de denrées alimentaires dans la mise en œuvre d'une politique nationale de l'alimentation scolaire au Togo. Emmanuela Adjaklo, Ramdan Bassina. L'alimentation scolaire au Togo se veut durable et basée sur les produits locaux. Pour y parvenir, la réalisation de la cartographie des organisations de producteurs et transformateurs de produits agricoles alimentaires s'est révélée incontournable. Il est question d'identifier et localiser puis d'évaluer les capacités de ces organisations afin d'identifier celles qui sont susceptibles d'accompagner le programme d'alimentation scolaire au Togo. Étant donné que le programme d'alimentation scolaire que nous voulons voir en place ici au Togo, il sera basé sur la production locale. Contrairement à ce qu'on avait l'habitude de faire, d'importer des vivres d'Asie, d'Europe ou d'autres régions d'Afrique, mais qui ne sont pas d'ici. Alors, pour pouvoir atteindre cet objectif, il faut connaître quelles sont les possibilités d'approvisionnement sur place. Et cela n'est possible que si on fait une évaluation, parce que cette cartographie, c'était comme une évaluation des capacités locales pour répondre à la demande des cantines scolaires qui seront mises en place. La présente cartographie soumise à validation a été réalisée pour le moment dans les régions maritimes, des plateaux et centrales. Elle a permis d'identifier 345 organisations de producteurs et de transformateurs de denrées alimentaires. Elle a également révélé d'importantes potentialités. Le Togo est un pays à forte potentialité. Nous avons des occasions, nous avons des moyens, nous avons des opportunités et cela prouve qu'on n'a pas toujours besoin d'aller s'approvisionner ailleurs pour nourrir les près de 1 million d'enfants que nous avons dans nos écoles.
L'étude de la cartographie des organisations de producteurs agricoles a été réalisée avec l'appui conjoint de la GIZ Prodra et du PAM, en collaboration avec l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT. Les services douaniers africains renforcent leur stratégie de lutte contre la contrefaçon et le piratage. Les différents agents suivent à cet effet une remise à niveau destinée à les rendre plus opérationnels face au phénomène de produits contrefaisants. L'opération est baptisée Baïla 2. Elle consiste surtout à instaurer une vigilance extrêmement accrue contre l'entrée et la circulation des faux médicaments. Prudence Zinsou. La prolifération des produits contrefaits, surtout les faux médicaments et la piraterie, constitue aujourd'hui un véritable fléau pour les pays africains. Ces produits mettent en danger l'économie nationale et posent un problème de santé publique. On estime qu'au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, c'est 30% de faux médicaments qui atteindraient les foyers africains. Donc c'est énorme. Et dans ces produits, très souvent, il n'y a pas de principe actif. C'est-à-dire que les gens vont acheter des produits, donc vont perdre de l'argent, et en plus ne seront pas soignés, et quelquefois pire, peuvent même en mourir. Donc c'est relativement important au niveau de la santé, au niveau de l'économie, au niveau de la tromperie des consommateurs. Et ça, c'est pas normal, puisque quand vous achetez un médicament, quand vous achetez un vrai produit, vous devez avoir le vrai, et pas un faux. La situation est alarmante et il urge de mettre en place de nouvelles stratégies de lutte contre la contrefaçon en Afrique. C'est dans ce sens que se tient la réunion des cadres opérationnels des douanes venus de plus de 14 ports africains. Ils vont définir de nouveaux moyens de lutte pour mieux faire face aux contrefacteurs et distinguer le vrai produit du faux. C'est des douaniers qui vont être formés sur la manière de procéder pour détecter au niveau des ports africains les produits de contrefaçon. Quand les conteneurs arrivent, quelles sont les techniques à utiliser pour savoir que dans tel ou tel conteneur, il y a des produits suspects. Après l'opération Vice Grips 2 en juillet 2012, qui a permis la saisie de plus de 82 millions de médicaments contrefaits, et Biela 1 en avril 2013 avec plus de 550 millions de doses de médicaments illicites, le Togo se réjouit d'abriter cette opération Biela 2 pour la 3e fois consécutive. Une opération qui va renforcer davantage son engagement dans la lutte contre les produits contrefaits. Les occupants illégaux de la réserve de Yokwe ont cédé définitivement les locaux destinés plutôt au cimetière. C'est suite à une opération de démolition effectuée ce matin par la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. Reportage Adolphe Paka. Malgré le délai d'évacuation accordé et les avertissements répétés, ces habitants de Yokwe n'ont jamais obtempéré et continuent toujours à occuper la réserve. Jusqu'à ce jour où la réalité s'impose avec l'arrivée du bulldozer. Je vais ramasser mes choses, déposer à quelque part et je rentre au village. Les gens viennent me dire que c'est réserve. C'est l'État, je n'ai rien fait. Là où je vais aller, c'est Dieu qui va m'aider. C'est en effet un domaine de 3 hectares destiné aux cimetières musulmans, catholiques et païens à Yokwe dans le canton d'Aflaosagbado. L'État a pris la décision en 1983 d'en faire une réserve administrative et les ayants droit ont été dédommagés. Depuis 1996, l'ultimatum leur a été donné de libérer les lieux. Ceux qui ont demandé l'extrait de lotissement ont compris que c'est une réserve administrative et l'État leur a affecté leurs 50% ailleurs. Ils devaient libérer le domaine depuis, mais ils s'entêtent. Le cimetière est fait pour les morts et non pour les vivants, selon les autorités locales, qui évoquent de plus des raisons sanitaires pour cette population. Ce puits, par exemple, en plein cimetière, leur sert de source d'approvisionnement en eau de boisson. Il n'est pas normal que un cimetière soit devenu une maison d'habitation. Et nous avions pris la disposition pour leur dire de quitter, avec un délai de 3 mois réglementaire. En quelques heures seulement, la démolition est complète. C'est en même temps un avis à ceux qui occupent encore illégalement les réserves administratives.
Le FNFI, on n'en parlera jamais assez, c'est le produit financier qui actuellement fait sourire les classes les plus vulnérables. Au premier rang des bénéficiaires se trouvent les femmes et pour celles qui ne maîtrisent pas encore le processus, la Convention des femmes pour unir en fait son affaire. Elle mobilise des dizaines de femmes à cet effet pour des séances d'explication et de sensibilisation. C'était le cas ce matin au centre communautaire de Tokon et Sonia, Amenikbo, Christine Petit-Kialoudé. L'autonomisation économique de la femme, une des conditions qui favorise non seulement l'épanouissement de la femme, mais aussi contribue à la croissance économique du pays. Un des handicaps pour promouvoir cette autonomisation est la difficulté d'accès aux services financiers. Le chef de l'État, pour faciliter l'accès aux services financiers des couches vulnérables, a mis en place le Fonds national de la finance inclusive FNFI. La Convention des femmes pour unir sensibilise les femmes sur le fonctionnement et le bien fondé du FNFI. Nous avons voulu initier les femmes de la Convention des femmes pour unir de la région maritime, notamment Lomé commune et de celle de la préfecture du Golfe, sur l'importance de la microfinance dans l'autonomisation de la femme. Surtout pour sensibiliser les femmes sur le nouveau produit qu'a mis en place le chef de l'État pour expliquer le mécanisme aux femmes de la CFU afin qu'elles puissent en fait aller dans leur communauté et dans leur famille pour aussi pouvoir sensibiliser les autres. Le premier produit du Fonds national de la finance inclusive, APSEF, accès des pauvres aux services financiers, est déjà lancé. Pour la Convention des femmes pour unir, il faut travailler pour pérenniser ce fonds initié pour lutter contre la pauvreté. C'est un crédit. Et quand on parle de crédit, ça doit être remboursé. Vous devez être en groupe, ce n'est pas des crédits individuels. Vous devez être en groupe. Ça peut être un groupement qui existe depuis, ou bien vous attendez, vous choisissez et vous formez un groupe solidaire de 4 à 6 personnes. Il y aura une séance d'éducation d'au moins 2 à 3 semaines par les institutions de microfinance. Il faut que vous assistiez à toutes les réunions du groupe. Pour l'année 2014, le fonds vise 300 000 personnes exclues des systèmes financiers classiques et au moins 2 millions à l'horizon 2018. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, président du Comité national de la transhumance, porte à la connaissance des présidents des comités préfectoraux de la transhumance, des éleveurs nomades, des agriculteurs et de tous les autres acteurs que la transhumance 2013-2014 sur le territoire national a pris fin le 15 mai 2014, conformément à l'arrêté interministériel du 22 mai 2008 portant organisation du mouvement de la transhumance au Togo. Par conséquent, il est demandé aux comités préfectoraux de transhumance et aux services techniques concernés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter le bon retour des bouviers transhumants et leurs troupeaux dans leur pays de provenance. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche rappelle aux comités préfectoraux de transhumance qu'aucune taxe ne doit être perçue sur les troupeaux d'animaux à leur départ. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la loi. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche compte sur le civisme de tous les acteurs impliqués dans la transhumance. Ce communiqué met fin à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. La 67e Assemblée mondiale de la santé se poursuit à Genève. Le Togo y est représenté par son Premier ministre. Artem Ahomezounou s'est prononcé hier sur les changements climatiques. Il a appelé à des actions urgentes pour éviter davantage la dégradation de l'écosystème. À Lomé, les douaniers africains renforcent leur dispositif contre la contrefaçon et les produits de mauvaise qualité. À travers le programme Biela 2, ils déclarent la guerre aux faux médicaments.